Bonjour à tous et bienvenue sur cette webconférence Défi Autonomie Senior. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Madame Meryl Mouret, accompagnante de la fin de vie et du deuil pour l'association Happy End, sur la thématique Perte d'un être cher, comment se reconstruire. Qui sommes-nous? Pour ceux qui ne connaissent pas Défi Autonomie Senior, nous sommes un groupement qui met en œuvre la politique définie par l'instance régionale de coordination du bien vieillir. Nous réalisons des actions collectives de prévention et d'éducation à la santé. Nos membres sont la MSA Nord-Pas-de-Calais, la MSA de Picardie, la CARSAT et l'Agir Carco, et nous avons également la chance de pouvoir compter sur le soutien financier de plusieurs partenaires, la CAMIEG, la CNRACL, l'IRCANTEC, l'ENIM, ainsi que les commissions des financeurs des départements des Hauts-de-France. Défi Autonomie Senior, nous avons pour mission de déployer sur les Hauts-de-France des actions de prévention et d'éducation à la santé gratuitement. Donc toutes ces actions visent à préserver l'autonomie des retraités et elles sont ouvertes aux personnes dès 55 ans, quel que soit votre régime de protection sociale et où vous résidez sur le territoire. Défi Autonomie Senior, nous proposons une offre que nous souhaitons adapter à vos besoins. Nous proposons des actions en présentiel ou en visioconférence, des actions collectives, donc par la forme d'ateliers ou de conférences, qui sont menées par des animateurs experts qui interviennent dans une ambiance conviviale. Vous pouvez retrouver toutes nos actions sur notre site internet. Sachez que vous recevrez à la fin du webinaire un mail avec tous les liens qu'on vous présente aujourd'hui, ainsi que le support. Nous proposons différentes thématiques, le passage à la retraite, le bien vieillir général, l'autonomie numérique, la mobilité, la mémoire, la nutrition, le bien-être, le sommeil, la prévention des chutes, l'activité physique adaptée, la vie affective et sexuelle et l'atelier phare qui est dédié au comportement addictif. Vous pouvez visionner nos précédentes webconférences en cliquant ici. Vous pouvez visionner nos précédentes webconférences en vous rendant sur notre chaîne YouTube Défi Autonomie Senior. Le lien vous sera également communiqué dans le mail que vous recevrez après la webconférence. Je laisse la parole à notre intervenante, Meryl Mouret, qui est accompagnante de la fin de vie et du deuil pour l'association Happy End. Deuil. Aujourd'hui, j'interviens en tant qu'experte pour Happy End. Alors, Happy End, c'est quoi? C'est un site internet qui est entièrement gratuit et qui est un compagnon qui aide à mieux vivre la mort et le deuil. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est délicat et pourtant auquel on est tous confrontés à un moment ou à un autre dans notre vie. Alors, je remercie bien sûr Défi Autonomie Senior de nous permettre de parler de ce sujet ensemble. Il y a peut-être des choses qui vous feront écho dans ce qui va être évoqué aujourd'hui et puis d'autres un peu moins. Donc, j'espère apporter à chacun, à chacune, quelque chose qui vous permettra de mieux comprendre ce qui peut vous arriver à vous-même. Donc, c'est un sujet délicat. À aborder. Alors pourquoi? Parce que dans notre société, c'est un tabou. La mort est presque devenue surnaturelle quand on en parle, quand on annonce à la personne que l'on vient de perdre un proche, il va y avoir comme une sorte d'effet miroir qui va venir réveiller des angoisses de sa propre mort, des angoisses de la mort de proches. Et on a également perdu les mots, les gestes pour accompagner en fait les personnes endeuillées. Il y a eu une époque d'ailleurs où effectivement on était tous habillés en noir quand on portait le deuil et ça permettait également d'identifier en fait les personnes endeuillées. Aujourd'hui, on ne sait plus et puis quand on nous annonce un décès, alors vous avez peut-être déjà été confronté à ce genre de situation où vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez bien. Là, vous annoncez le décès d'un proche et vous voyez la personne se figer, à savoir quoi dire, ou alors vous êtes chez des amis qui sont au courant que vous avez eu la perte
d'un proche et personne n'ose en parler. C'est des moments difficiles à vivre et peut-être même que vous avez été dans cette situation où on vous annonçait un décès et où vous ne saviez pas quoi dire, par peur d'être maladroit, par peur de blesser, par peur de faire pleurer. Donc c'est un sujet très difficile et pourtant, on y sera tous confrontés un jour ou l'autre. Il faut savoir qu'en France, il y a 3 millions d'endeuillés par an. Et que le deuil, on estime qu'il va toucher environ 4 à 5 personnes dans l'entourage. C'est aussi en fait 12%, hein, c'est un chiffre qui est officiel de personnes qui révèlent qu'après un deuil, elles ont déclaré une maladie ou alors que la maladie dont ils étaient atteints s'est aggravée. Et 28 personnes déclarent, elles, après un décès, avoir eu des maux physiques, des maux psychologiques, des douleurs. Le deuil, c'est un processus naturel. C'est pas un processus volontaire, c'est pas, on ne décide pas en fait de rentrer en deuil ou pas. Alors vous avez sûrement déjà tous entendu cette expression faire son deuil. Ici, je n'emploierai pas faire son deuil parce que faire son deuil, ce serait comme si ça demandait une volonté, comme s'il y avait un avant, un pendant et un après. Le deuil, c'est un peu comme quand on s'est brûlé gravement. Il va y avoir une douleur, puis il va y avoir un processus naturel de cicatrisation. Et on peut aider, et on va d'ailleurs aider cette cicatrisation par des petites actions. Alors effectivement, le processus de deuil est un processus universel qui est tout à fait naturel et il y a dans ce processus des étapes. Et nous allons effectivement regarder quelles sont ces étapes que tout endeuillé traverse, même si chacun va les traverser à sa façon. Il y a un état de choc, de sidération, qui peut durer de quelques secondes, selon les personnes, à plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Cet état de sidération et de choc est tout à fait normal et nécessaire. C'est une forme de protection. On ne peut pas accepter la réalité. Selon en fait la manière dont va être décédé le proche, cela va également jouer dans la durée. Donc c'est tout à fait naturel et sain d'être coupé de ses émotions dans un premier temps. Je le vis, mais sans vraiment ressentir ce qui se passe. Il va y avoir après la phase de fuite et de recherche. Dans un premier temps, alors ça arrive généralement, cette phase de fuite et de recherche, après les funérailles, parce que ce qui va faire prendre conscience, ce qui va ancrer en fait, ce qui va nous ancrer dans la réalité, ça va être le moment des funérailles, le moment où on va vraiment prendre conscience que oui, ça y est, en fait, je suis bien dans cette réalité, je ne reverrai pas cette personne qui est décédée. Alors, la phase de fuite, ça va correspondre, c'est une phase qui dure à peu près, hein, donc on n'est pas dans quelque chose de figé, hein, ça dépend vraiment des individus, ça je le répète bien. C'est une phase qui va durer environ 6 mois. Cette phase de fuite, donc qui dure environ, hein, d'accord, 6 mois, c'est vraiment là propre à chacun. Ça va être cette phase qui correspond à une hyperactivité, où on va chercher à s'occuper, à combler un vide que l'on peut avoir en soi. Donc, on va se réfugier dans le travail, dans des activités à l'extérieur. On va avoir tendance à aller voir tous nos amis, voilà, tout ce qui va nous permettre en fait de fuir la réalité du quotidien, celle qui nous ramène au fait que eh bien, la personne, notre être cher, n'est plus ici parce que forcément, ce qui se passe dans le cas d'un décès, c'est que tout notre quotidien est bouleversé. La recherche se fait généralement en simultané. Ça va être tout ce qui va nous ramener à la personne. Donc, on va prendre le parfum, s'en mettre parfois, on va se parfumer, on va mettre les vêtements de cet être cher, tout ce qui va pouvoir le rendre encore un petit peu vivant. Et tout ceci est tout à fait normal. Il y a des personnes, elles, qui vont avoir besoin de parler tout le temps du défunt,
dès qu'ils vont pouvoir échanger, raconter des souvenirs, des anecdotes, et ça va leur permettre de le rendre encore un peu vivant. Alors, pour d'autres personnes qui, elles, sont beaucoup plus dans le fait de ne pas avoir envie d'en parler, de vivre les choses de manière beaucoup plus intime, c'est ce qui va créer un peu toute la difficulté de vivre son deuil avec nos proches, parce que chacun va être dans la fuite et la recherche, mais de manière complètement différente. Après cette phase, va venir la phase de destruction, celle ou de déstructuration, pardon, excusez-moi, de déstructuration, mais c'est une destruction intérieure aussi. Et c'est celle où, en fait, l'absence va vraiment être vécue avec un grand A. Cette phase-là, c'est celle où on va vraiment se connecter à toutes nos émotions, où on va prendre conscience que après l'action, après cette recherche de comblement, eh bien, il y a vraiment un énorme vide en nous. On va voir tout ce qu'il n'y a plus, en fait, dans notre quotidien. C'est aussi la phase où on peut ressentir de fortes colères, où on va en vouloir au destin. Si on croit en Dieu, on va en vouloir à Dieu. On va en vouloir à notre entourage parfois de ne pas nous comprendre. Certains peuvent même en vouloir à l'équipe médicale parce qu'on prend conscience que notre vie ne sera plus comme avant et que notre proche, notre aimé ne reviendra pas. C'est un moment aussi où on peut se culpabiliser parce qu'on se rend compte que on ne pourra pas rejouer le passé. Et c'est tout à fait normal de passer également par cette étape-là. Après cette phase-là, il va y avoir la phase de restructuration. Cette phase de restructuration, elle peut arriver tard. Ça peut prendre parfois plusieurs années. Et ce n'est pas pour ça que c'est un deuil pathologique. La phase de restructuration, c'est la phase où on va accepter de se dire que la réalité a changé, où on va se poser des questions, de savoir comment on va pouvoir continuer à vivre avec cette réalité. On a des endeuillés qui vont se mettre dans des projets extraordinaires, se mobiliser pour pouvoir se dire j'ai souffert de cette expérience, je souffre encore, mais je vais en faire quelque chose pour les autres. Dans tous les cas, c'est un chemin qui est solitaire. Alors, pourquoi on est seul sur ce chemin? Parce que dans notre entourage, chacun souffre et a sa propre souffrance. Et même si on va vouloir soulager le cœur de l'autre, ce qui va être essentiel, ça va être de prendre soin de sa propre souffrance. On peut se sentir aussi incompris, même par notre entourage. On va nous dire, il faut tourner la page, maintenant, c'est bon, ça fait des années que la personne est décédée. On va être aussi confronté en fait à des personnes. Alors comme je le dis souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire que derrière ces maladresses, il y a l'intention de vouloir aider. Sauf que pour l'endeuillé, c'est très heurtant en fait de recevoir ces propos-là. Et donc, dans notre propre reconstruction, c'est un chemin que l'on va à la fois, effectivement, on peut avoir du soutien, mais c'est nous-mêmes qui allons le vivre seul avec nous-mêmes. Et ça, c'est important de se le dire. Le décès d'un de nos proches, quand on parle de peur, et vous l'avez sûrement tous plus ou moins vécu, ça va nous renvoyer aussi à notre propre mort et à la mort des autres personnes de notre entourage. Donc, c'est énormément d'émotions que l'on va traverser et il y a différents moyens de pouvoir exprimer ces émotions. Alors effectivement, en les exprimant verbalement, mais on peut aussi les exprimer par la créativité. Vous avez des ateliers qui s'organisent un peu partout en France pour pouvoir faire soit en individuel, soit en collectif
On peut se trouver beaucoup de soutien, que ce soit au travers de connaissances et de comprendre ce qui se passe. Après, comme je vous dis, il n'y a pas de question de volonté. Même si on se dit, je me suis préparée, on va mettre du sens sur ce qu'on est en train de vivre. On va pouvoir se dire que ce que l'on vit est normal et naturel. En revanche, on ne pourra pas éviter de le. Voilà, il n'y aura pas de préparation qui nous permettra de retirer la souffrance. Parce que la souffrance, elle est saine, elle est normale. C'est ce qui fait qu'on est des êtres humains, qu'on a une sensibilité. Donc, c'est dur à vivre et en même temps, c'est se dire, ben, c'est normal que je le vive, ça vient parler de tout l'amour que j'ai en fait pour cette personne qui est soit en fin de vie, soit pour notre défunt. Donc, comme je vous disais, on ne fait pas son deuil, c'est plutôt lui qui nous fait, qui va nous façonner. Comme je vous l'ai dit au début, il n'y a pas un début, un pendant et une fin. Il y aura toujours un moment où ça viendra se réveiller en nous. Et ça va venir en fait nous façonner. Il va y avoir une redéfinition de notre relation avec le défunt. Avant, on est dans une relation extérieure. Voilà. Et puis, va se réinstaller une relation intérieure, intime, avec le défunt. Et c'est vrai qu'on a souvent eu cette remarque de avoir fait son deuil, c'est avoir tourné la page, c'est oublier. Et puis, on est dans une société où on doit zapper, où on doit avancer, où ça doit aller vite, où on doit passer à autre chose. Le processus de deuil, c'est tout le contraire. Le processus de deuil, c'est quelque part, j'ai envie de dire, un devoir de mémoire, de réinstaller cette relation à l'intérieur de nous. Et puis, comme je dis souvent, quand on a beaucoup d'amour pour quelqu'un, on ne peut pas le faire disparaître. C'est pas possible, en fait. C'est pas naturel. Alors, certains vont essayer de l'enfouir, mais non, il est là. Et en fait, il ne demande qu'une chose, c'est être nourri et nourri différemment. Parce que un décès, ça va changer tout notre quotidien, toute notre vision du monde, tout notre environnement. Et puis, c'est aussi une redéfinition de soi avec soi, parce que comme je vous l'ai dit avant, il y a une crise identitaire. On n'est plus l'épouse ou le mari, on n'est plus l'enfant d'eux, on n'est plus le parent d'eux. Ou l'ami de. Donc, il y a une crise identitaire, une partie de soi qui part avec le défunt. Voilà. Eh bien, on peut passer à la slide suivante. Alors, voilà, il n'y a pas de. Bon, ça, je l'ai un peu évoqué quand je dis il n'y a pas de hiérarchie dans le deuil ou dans la souffrance. Chacun souffre à sa manière. Et tout dépend effectivement du lien qu'on avait, mais comme vous l'avez dit aussi dans le chat, et ça dépend aussi de notre conditionnement, de notre vision de la mort. Ça peut être plus difficile pour certaines personnes qui ne croient en rien que pour d'autres qui y croient. Et puis parfois on croit, mais malgré tout, c'est extrêmement douloureux. Donc voilà, et il n'y a pas de comparaison à avoir et c'est très important. Et c'est pour ça que ça peut être important de ne pas hésiter à en parler à d'autres personnes que l'entourage parce que parfois, et vous le verrez quand vous l'avez peut-être déjà vécu, chacun a envie de parler de sa souffrance et chacun a mal et en fait différemment et en même temps, il n'y a pas de hiérarchie dedans. Voilà. Alors, un sujet qui m'est cher, et je suis très contente qu'on l'aborde aujourd'hui, les animaux que j'aime tant également, et qui représentent beaucoup, parce qu'un animal qui va faire vraiment partie intégrante de notre famille, il est tout le temps là. Et puis, il n'y a pas vraiment de conflit avec un animal, c'est que de l'amour. Et pourtant, aujourd'hui, en fait, on se rend compte que, bon, alors, moi, je ne vais pas trop m'attarder sur les mots employés sur nos compagnons, propriétaires ou maîtres ou d'animaux. Je pense que c'est très difficile
d'établir ce lien, enfin de trouver un mot qui va venir parler de ce lien si fort qu'on peut avoir avec eux. Et parfois avec des animaux totalement inattendus, hein, parce qu'on pense aux chiens ou aux chats, mais parfois il peut y avoir des rencontres avec des animaux qui sont assez insolites et pourtant le lien va être très très fort. Toujours est-il que donc en France, on s'accorde à dire, 95% des Français s'accordent à dire qu'un animal a des droits. Et 88% des propriétaires d'animaux parviennent à accueillir un nouvel animal dans leur vie après un décès. Donc, le deuil animalier est un deuil évidemment à part entière, hein, comme chaque deuil d'ailleurs, qui a ses particularités. Alors, on est souvent heurté. Alors déjà, il y a le fait de l'endeuillé a souvent un petit peu honte d'exprimer que vraiment justement sa souffrance. Parce que encore aujourd'hui, c'est un deuil qui n'est pas légitimé. On entend encore souvent ce n'est qu'un animal. Tu ne peux pas comparer décemment ça à la perte d'un être humain. Tu peux toujours en adopter un autre. C'est très brutal. En fait, c'est tout un tas de maladresses, comme des maladresses qu'on peut entendre, notamment dans le deuil périnatal aussi, hein, où on entend beaucoup d'ignominie. Et en fait, l'animal, comme il est tout le temps avec nous, ça va créer un véritable vide, une absence énorme, un manque. Pour certaines personnes, que ce soit, je pense notamment aux personnes âgées qui ont la plupart de leurs amis qui sont décédés, qui se retrouvent seuls, les enfants sont un peu éparpillés partout en France ou dans le monde. Ce petit animal, c'est tout, c'est toute l'affection qu'ils ont, c'est lui qui est tout le temps là, qui attend derrière la porte ou qui dort avec, dans la salle de bain, enfin, il vous suit partout, votre petit animal. Voilà, je ne sais pas si vous avez des témoignages aussi là-dessus. Moi, j'en ai de personnes qui étaient venues un peu honteuses de venir pour un accompagnement deuil pour un animal, mais qui me disaient j'arrive toujours pas à jeter ses affaires. C'est pas encore le moment, tout simplement. Vous avez encore besoin que ces petites affaires elles soient là. Là, c'est des ressources. Donc, on a évidemment Happy End avec Sarah Dumont, qui a un podcast qui est super et qui parle de la mort sans tabou. Ce livre dont je vous ai parlé, Vivre le deuil jour après jour, que je vous invite vraiment à parcourir. Donc, un autre podcast, Ainsi va la vie. Et puis, il y en a de nombreux, que ce soit en termes de podcast ou en termes de réseaux sociaux, de pages Facebook. Vous avez, là, vous avez tout, Vivre son deuil, Dialogue et solidarité. Jalmalve aussi, qui est très actif auprès des endeuillés. Et puis d'autres associations qui vont être plus ciblées, donc pour les parents endeuillés, pour les personnes qui ont perdu un proche par suicide. Vous avez également les apéros de la mort, qui est une rencontre qui est vraiment formidable, parce que c'est vrai que parfois dans les groupes de parole, vous savez, quand on arrive comme ça, on ne sait pas trop comment ça va se passer, quelle ambiance il va y avoir. Et là, en fait, avec les apéros de la mort, comme d'ailleurs avec les cafés mortels aussi, qui sont à d'autres horaires, mais qui sont un peu sur le même principe, et qui permettent en fait de partager un repas ou un verre, un café, et qui vont amener à créer une convivialité, quelque chose d'intime, puisqu'on partage aussi une boisson, un café ensemble. Vous pouvez trouver sur le site d'Happy End pour vous accompagner et vous soutenir dans votre deuil. Donc, je n'hésitez pas, je ne vous fais pas le descriptif, à aller vraiment sur le site